Polysécure, épisode spécial Sécure. Je suis accompagné de Dominique et Pierre. Comment allez-vous? Super bien. On a trouvé une super place pour faire cet enregistrement. Oui. Je pense que ça va être des sujets très hot. Très chaud, oui. Bah, ça va super bien. Collé serré. Vous êtes bien collés, c'est parfait. On va commencer comme ça. On fait un retour sur votre conférence au Sécure, qui était justement Histoire d'erreur, qui était une présentation très intéressante parce que elle est très humble au sens où vous avez osé exposer des erreurs, puis vous avez accepté d'en parler publiquement. Certaines des vôtres, vous l'avez dit publiquement. D'autres gens autour de vous qui ont fait des erreurs aussi. Et on est tous dans un univers d'erreurs et ça existe. C'est heureux ou malheureusement, comme ça la vie, encore plus en cyber. Fait que je vais vous laisser poursuivre sur le bel élan de votre présentation. Ouais, on avait quand même quelques objectifs qu'on s'était fixés avec Pierre autour de quelques bières, quand même, quand on a préparé religieusement cette préparation. Cette présentation. Et un des premiers, c'était quand même avoir un peu de rire et un peu du plaisir dans une conférence de cybersécurité. À pas répéter que c'est pas une question de risque ou de temps. C'est pas si vous allez être piraté ou c'est quand. Hein, ok. On n'avait pas envie de rentrer sur cette discussion-là. Prendre du recul sur des situations dramatiques qui parfois prendre du recul, ça permet de se rendre compte que c'est pas si dramatique que ça. Il y a des choses beaucoup plus dramatiques dans la vie. Malheureusement, on le voit en ce moment, par les temps qui courent, et que certaines erreurs qu'on peut faire nous font apprendre. L'objectif, c'était de partager des expériences, de dire au monde, vous n'êtes pas seul, vous avez sûrement fait des erreurs, on en a fait. De légitimer, de faire qu'on peut faire des erreurs, que c'est vrai. Puis on a beaucoup parlé en off, mais on a en cyber une culture qui a peu de tolérance à l'erreur. Et même entre nous, on va tendance même à pointer les gens qui font des erreurs entre nous. Fait, même entre nous, on s'aide pas. Puis pour les jeunes qui rentrent dans le domaine, c'est d'autant plus épeurant d'arriver dans un domaine comme ça puis de dire, c'est le fun parce qu'au Sécure, il y avait plusieurs jeunes aussi, puis on a pu leur montrer. C'est normal de faire des erreurs. C'est un processus d'apprentissage normal. Le fameux Wall of Shame, qu'on connaît tous en cyber, devrait même pas exister. Ou en tout cas, on devrait plutôt enseigner autour de ça. Dans les exemples qu'on a partagés, alors certains nous ont dit donc c'est un peu trop rocambolesque vos histoires, là. C'est un petit peu trop, on n'y croit pas vraiment, mais toutes les histoires sont vraies. Alors oui, on a un petit peu romancé parce qu'on est des hommes de spectacle avec Pierre, là dans notre deuxième vie par exemple, mais on a un peu romancé ça, mais toutes les histoires partent d'une base véridique qui a existé. Il fallait expliquer le contexte, je pense. Donner le contexte autour de l'erreur, expliquer comment ça avait pu arriver, parce que sinon les gens n'allaient pas comprendre. Et puis nous, ce qui nous a motivés en premier lieu, c'était de faire rire, en fait. Parce que. Oui. Et encore pas beaucoup en cyber. pas tous les jours, ou en tout cas, dans les situations difficiles, c'est là où il faut se concentrer. Mais le point, c'était vraiment de dire oui, ça existe, oui, là. Et attention, vous ne faites pas avoir bêtement comme nous on s'est fait avoir, ou comment on est tombé sur ces éléments-là, parce que l'erreur des autres est gratuite. Donc, comment en tirer des enseignements? Et je pense qu'on a touché, en tout cas, son objectif. Je pense qu'on a réussi à faire notre coup d'éclat sur cette partie-là avec les participants qui ont d'ailleurs bien participé dans la salle à voter. Mais même après, ils sont venus nous voir en nous disant cette erreur-là, on l'a commise aussi. Ça m'est arrivé aussi, alors que je pense qu'en temps normal, ils ne seraient pas dévoilés comme ça. Oui, puis c'est libérateur de pouvoir en parler aussi. Puis là, nous, on a l'expérience et la maturité de le faire, mais c'est pas tout le monde qui est capable d'aller dans ce chemin-là et de se libérer parce que de vivre avec une erreur qu'on n'est pas capable de sortir de son système, donc de la partager et d'en rire parce que ça devient une source de stress, ça devient une source d'inconfort puis d'anxiété qui peut être quand même assez importante. Oui, il y a quand même autour de la partie de cybersécurité, il y a quand même tous des tabous autour de ça. Parce qu'on n'est pas fier d'avoir fait des erreurs, parce que des fois il y a des impacts pour l'image de la compagnie, parce qu'il y a différents problèmes débloquants. Donc dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal, on essaye de
cacher ça. On se croirait comme des enfants qui ont fait une bêtise, puis hop, on essaie de mettre ça sous le tapis. Il faut trouver le bouc émissaire, déjà. Voilà. C'est le premier travail. Après, on le sait, c'est la faute du dev ou du réseau. C'est les deux usual suspects. Ce qui n'est pas toujours vrai. Il y en a plein d'autres qui font des belles bêtises. Mais on a du mal à vouloir l'exprimer. On sert en caché, on ne veut pas en parler. Il y a tout un tabou autour de ça. Et puis, ça nourrit la non-expression, le non-partage. Et puis, encore ce sentiment de on a fauté, on n'est pas bon. On vit dans un métier de cybersécurité qui n'est pas toujours le fun. Oui, alors quand on écrit une politique de sécurité, ça va hein. mais on peut faire des erreurs aussi en écrivant une politique de sécurité. Fine, évidemment. J'ai l'habitude de sortir dans des clubs de ciseaux, on se dit, des fois on a l'impression d'être des alcooliques anonymes en disant « Salut, je m'appelle Dominique, j'ai écrit une politique de sécurité, personne ne l'a suivi. » Fait que voilà. Qu'est-ce que quelqu'un l'a lu déjà? C'est ça, personne l'a lu, personne l'a suivi. Donc, qui l'a signé? En plus, même pas nous, on essaye de déléguer ça à quelqu'un, mais le point, c'était vraiment apporter ces idées-là parce que on dédramatise, parce qu'on doit faire des décisions en termes de cybersécurité, parce que toutes les informations arrivent, puis des fois, il faut être dans l'urgence, dans le contexte, et il faut pouvoir faire une décision de cybersécurité. Rapide avec de l'information incomplète et qui nous amène généralement vers l'erreur parce que c'est inévitable qu'on ne prendra pas la meilleure décision si on n'a pas toute l'information. Et puis ça frustre les équipes en fait, ce sentiment d'aller vers l'erreur, de pression autour de l'erreur. Moi, je vois beaucoup de gens en cyber qui sont fatigués de ça et qui ont du mal à travailler, qui prennent plus de décisions en fait, ou qui essayent de minimiser les décisions le plus possible pour pas arriver à faire d'erreurs. Et je pense que, on l'a dit dans la présentation, l'erreur elle est humaine. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Évidemment, il faut, je pense, comme tout le monde, essayer d'en faire le moins possible, mais c'est aussi ce qui nous a forgé et c'est ce qui fait qu'on est finalement de bons professionnels de la cybersécurité. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et toute cette culture de l'erreur, moi je pense qu'elle est bénéfique en fait. Elle est plus productive que de chercher le bouc émissaire pour lui taper dessus, pour montrer aux autres qu'on va taper sur celui qui a fait l'erreur, pour faire un cas, voilà. C'est ça exactement. Je pense qu'on celle-là est terrible, celle-là, parce qu'il y a une certaine époque, puis les gens qui l'ont dit se reconnaîtront. On avait un cas d'une dame, puis c'est vraiment. Puis là, c'est vraiment contre les gens qui travaillent en cyber. Une dame avait cliqué 10 fois sur le même URL toxique, tout. Puis ils l'ont traité d'une personne est imbécile, elle ne comprend rien. Là. Et la réalité, c'est quand on est allé parler à son gestionnaire, c'est son travail de cliquer sur les URL dans les courriels qu'elle reçoit. Donc, elle ne fait qu'exécuter son travail. Et de l'autre côté, tu as les gens en cyber. Ah, c'est ça, elle n'est pas bonne, elle fait des erreurs. La contextualisation, des fois, est un peu bénéfique. Mais je reviens sur le point de la pression où effectivement, on a, dans un monde de cybersécurité, on a la pression des bad guys, là. Ceux qui cherchent la petite opportunité pour faire de la fraude, pour détourner, pour rentrer dans les systèmes d'entreprise, puis même des fois voler où il n'y a pas beaucoup de choses à voler, mais une fois que la personne a fait du mal, c'est fait. Donc cette pression-là, on a la pression des gentils. On a déjà évoqué ce point-là sur les gens qui nous veulent du bien pour une modique somme mensuelle ou annuelle, ou voilà, tu devrais acheter telle ou telle patente, et puis les chasseurs d'ambulance. C'est ça. On en a donc cette pression-là sur laquelle on dit peut-être que ça ferait du sens ou pas. On a la pression sur la prise de décision rapide sans tous les éléments. On aurait pu évoquer est-ce que vous avez déjà pris est-ce que toutes les décisions que vous avez prises étaient bien basées sur la bonne connaissance de l'environnement? Aussi rapide. Est-ce qu'elles étaient aussi rapides? La pression de la direction, c'est vrai que souvent en entreprise, on demande de donner des conclusions avant déjà d'identifier les constats. En cyber, c'est assez classique de savoir ce qui s'est passé avant qu'on puisse analyser les logs et donner un vrai état de la situation. Il faut déjà savoir ce qui s'est passé. Ça c'est assez incroyable quand même comme concept.
En fait, l'avantage de l'expérience et du partage d'expérience, c'est de pouvoir se nourrir de l'expérience pour remplir ces manques d'informations-là et puis pour prendre une décision rapide. Et je pense qu'avec Pierre, on en a pris des décisions, puis on n'était pas sûr de notre shot, mais il fallait la défendre, puis OK, on y allait, puis ça s'est révélé la bonne. Toutes les autres, elles étaient dans les slides. C'est bien, c'est bien ça quand on est capable de faire ça, mais effectivement, il y en a une multitude. Puis moi, c'est l'endroit où les plus propices à ce genre d'erreur-là, c'est dans la gestion d'incidents. Parce que le feu, en tout cas, on déclare l'incident, on commence à mettre les choses. Et quand on déclare l'incident, il faut qu'on ait déjà la conclusion de l'incident. C'est ça. Fait que là, c'est un peu pour reprendre un peu ce que tu dis. Oui. Là, tu es là comme, tu n'as pas le temps de rien ouvrir, tu as le temps de rien regarder, puis tu es déjà conclu que l'incident est de Tu donnes la fin du film au moment où ça démarre, en fait. Et attention, c'est fou, là. Et attention, parce que quand on donne la fin du film, c'est le principe de primauté. Donc, c'est le premier qu'on a donné qui devient une sorte de vérité absolue. Oui, donc, pour faire attention quand on s'avance, là. Oui, ça j'en ai des cas où en gestion d'incident, j'avais donné un nombre de postes infectés, par exemple, qui était basé sur de l'information incomplète. Ça s'est raffiné et le chiffre a changé. Mais les personnes, quand ils en parlaient, ne se rappelaient pas du changement, se rappelaient que du premier chiffre qui a été donné, qui était inexact. Ça n'a heureusement pas eu de conséquences parce que, bon, c'était pas des changements. Ça a changé entre 4 et 8. Hein, c'est pas très grave, mais ça avait été entre 4 et 400. Ça aurait pu être autrement comme conséquence sur l'incident. Mais ça, il faut jongler avec ça. Et donc, tout ce qui va sortir comme une sorte de parole d'évangile, là, et donc, dans les premiers temps, c'est là où il faut garder son cap. Et inévitablement, c'est dur à dire ça, inévitablement, il y a forcément de l'intuition qui va rentrer à l'intérieur. Il y a forcément d'expérience parce que compulser autant de données, puis on est d'accord que quand on arrive dans un incident, tout le monde a bien fait son inventaire, les logs étaient bons, parfait, tout était beau. Le schéma réseau est donc les chiffres qu'on va donner, c'est une addition pure et simple. Bon, non, si vous croyez à ça, c'est que vous n'êtes pas venu dans notre présentation. Mais l'idée... Et vous n'avez jamais vécu un vrai incident parce que la quantité de choses, puis ça, c'en est, vous parlez de volets techniques. Quand tu parles au business pour qu'il donne l'information pour appuyer une décision et que l'information est inexacte et qu'on l'apprend après coup, et là, il y a comme un malaise qui s'installe. Donc, c'est sûr que là, le business va dire « Ouais, non, mais c'est pas ma faute. » Oui, c'est ta faute. C'est ton erreur, c'est pas la mienne. Moi, j'ai juste multiplié ton erreur parce que j'ai juste actionné sur l'information que tu maîtrisais pas et que tu m'as pas dit que tu maîtrisais pas ton information. C'est contrairement, puis dans le cas de business, pour moi, c'est plus grave parce que je suis pas capable de questionner. En cyber, on parlait d'intuition. Moi, je vais être capable de voir si ça se peut ou ça se peut pas, puis challenger un peu en business. Aucune capacité. C'est pas mon domaine. Fait que si je me fais bourrer par les erreurs des autres, là, c'est encore pire. Là. Puis en plus, au final, c'est ma faute. Pareil, c'est moi qui porte l'erreur finale. Là. Puis tu parlais de pression. Moi, je parlerais de fatigue. On le voit en cyber, les équipes sont épuisées. Je ne parle pas que des équipes qui travaillent dans la détection 24/7. Je parle des équipes cyber au sens large qui doivent gérer des risques, subir les nouvelles réglementations qui sortent, les connaître par cœur, être plus calé en droit que les avocats de la place. Sans faire de conseils légaux, sans pouvoir. On n'a pas le droit, on n'est pas des avocats. Et toute cette fatigue, elle conduit à l'erreur. Je veux dire qu'un pilote d'avion, la fatigue, c'est le premier point que les compagnies aériennes regardent. En cyber, on ne devrait pas accepter la prise de décision des équipes fatiguées. On devrait mettre des barrières comme ça. Il devrait y avoir... C'est ce qui génère du suraccident. Quand il y a de la fatigue, c'est là C'est ça, exactement. Ça génère de la surerreur. Il y aurait des erreurs qui ont été faites que parce que les gens sont fatigués et s'ils n'avaient été plus reposés, les erreurs n'auraient tout simplement pas existé. Parce que ta capacité cognitive, elle est épuisée puis c'est celle-là qui est capable de l'intuition. On est capable d'avoir la bonne intuition. Il faut qu'elle soit reposée. Si elle est fatiguée, on oublie. Là, mais je pense que c'est un vrai sujet. Et puis, peut-être d'autres podcasts, mais dans des couloirs, dans des discussions, on commence à avoir le coupure de budget en cybersécurité. Et quand on coupe trop, à un moment donné, c'est pas juste les outils qu'on n'achète pas, ça va être les personnes sur le payroll qu'on va dire hey, on va peut-être arrêter. Et ça, c'est peut-être un mauvais signal sur la facturation.
Et j'ai quelques discussions où finalement on dirait ça prendrait un incident pour faire réaliser la shop. Tu n'as pas le droit, personne veut un incident. C'est pas vrai. Pour en avoir vécu plusieurs, vous voulez pas ça. Vous voulez pas Non. tout sauf ça. OK? Vous voulez pas ça. Et quand on en arrive à. Et les coûts, parce que les gens ne mesurent pas les coûts d'un incident. Ça semble drôle comme ça. Quand on arrive à les calculer. Quand on les calcule juste, tu as de la perte de production, c'est une chose. Tu as des gens que tu payes qui font rien. Tu as l'image, tu as la firme, parce que là, quand tu as un incident, tu ne peux pas gérer ça seul. De toute façon, tu n'as pas de budget. Tu ne peux pas le gérer à l'interne. Il faut faire appel à une firme à l'extérieur. Ça vient cumuler très rapidement. Là. Et puis on est en position de faiblesse, donc on accepte. On accepte le plombier à 2h du matin, t'as pas le choix. La bouteille d'eau. Alors c'est plutôt plus poétiquement que le plombier. La bouteille d'eau dans le désert. Hein. Tu traverses le désert sans la bouteille d'eau. Quand on vient te la proposer à $3000, tu te dis je me ferai pas avoir la deuxième fois. Mais bon. Mais on a cette notion-là et ça me fait un peu peur quand les gens disent je pense que ça prendrait un incident pour que ça fasse un électrochoc à la chose. Donc ça veut dire encore une fois que nos messages de cybersécurité passent pas bien, que nos histoires d'erreurs, peut-être, elles devraient être un peu plus explicitées pour que parler à des convaincus, c'est facile. C'est facile, on est toute cybersécurité, on fait des événements. C'est pour ça que des fois je dis alcoolique anonyme, oui, parce qu'on se retrouve là-dedans. C'est comment on arrive à embarquer d'autres personnes. Ça nous fait du bien aussi. Oui, on rigole, on a du bien. On a une oreille qui nous comprend, mais est-ce que ça fait avancer les choses? Comment on est capable de sensibiliser les gens qui sont à l'extérieur de ça pour leur dire, bien évidemment, on ne va pas faire toute la patente et puis devenir Fort Knox ou je ne sais pas quelle organisation militaire plus que de raison, mais pour faire ses premières démarches, pour apprendre des erreurs et puis mieux se positionner. Non, et puis tu parlais du coût d'un incident et je pense que tu faisais référence plutôt aux aspects financiers, mais on sous-estime le coût moral d'un incident des équipes qui la vivent. Il est dramatique. La fameuse personne qui clique 10 fois sur le lien, qui subit la réaction de ses collègues, qui la méprise et qui la dénigre. Cette personne-là, elle peut potentiellement faire une dépression. Moi, j'ai durant un incident, entendu parler d'une personne qui était à l'origine d'un ransomware, qui avait fait une dépression à la suite de ça. Là, on atteint la santé mentale des personnes qui sont directement liées, de près ou de loin, à la cybersécurité. Ça, c'est un vrai problème. Alors qu'il suffisait de faire ses backups. Ah oui. Non, mais. Ah non, oui. il faut garder de l'humour, effectivement, mais c'est clair qu'on peut avoir des comportements un peu étranges. Là, le recherche du coupable. Puis encore, vous l'entendez avec notre accent qui vient pas du Saguenay. Nous, c'est dans nos gènes qu'on cherche le coupable. Oui. Hein. On lui a coupé la tête avant à Louis de comprendre XVI. l'incident, d'ailleurs. Avant de comprendre l'incident. Donc nous, on doit se faire attention à pas tomber dans ce travers-là. Mais le backup, on le retrouve dans le dark web, non? Oui, alors ça, c'est possible aussi. Alors, voilà, ça, c'était dans nos histoires d'horreur de la conférence. Ouais, il y a quand même quelque chose qui était vraiment cool. On avait fait un petit système de sondage. Alors, on aurait pu compter les histoires d'horreur de notre préparation. Ouais, il y en avait trop. Il y avait beaucoup d'histoires d'horreur. On n'a pas réussi à se voir avec Pierre suffisamment. Hein, première erreur. On a dû en sélectionner. On a été obligé de boire des bières pour compenser. Deuxième les histoires. Voilà. Après... On a été obligé de sélectionner parce qu'on avait quand même beaucoup de choses à raconter avec plein d'histoires, des spanning trees à travers l'Atlantique. On a fait... il y avait plein de choses. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Ah oui, les slides. On a cherché un système de sondage parce qu'on voulait que ce soit participatif. Dynamique. On voulait que les gens puissent rire des erreurs qu'on présentait comme nous, on en a ri en préparant. Alors, je soupçonne quand même quelques personnes d'avoir sélectionné des réponses qu'ils auraient aimé, eux, voir dans leur propre vie. Oui, leurs propres erreurs. On avait mais d'ailleurs, certains nous ont dit c'est pas possible, ça n'est pas arrivé. D'autres n'ont pas voulu accepter. Et dans la conférence, on a eu un bon retour des gens qui sont venus nous voir pour nous dire ah oui, ça,
Je me rappelle, j'ai fait de ça une fois, Ça puis m'est arrivé. j'ai arrêté toute la production. Ah oui, j'ai fait de ça une fois, puis Et je l'ai pas dit. et je l'ai pas dit. Ah ouais, c'est passé sous le tapis. Ah, c'était et j'ai trouvé ça vraiment cool d'avoir cet échange avec les gens dans la présentation, avec les questions, mais aussi par la suite sur le qu'est-ce que ça nous a apporté. Ouais, je pense que c'était vraiment un beau partage et c'est d'ailleurs un peu pour ça qu'on l'a fait aussi. C'est que moi, je suis très, très en cyber, on n'a pas le choix que de partager. Hein. Je pense que c'est ce qui nous, dans les TI en règle générale, si on partage pas, on fait rien. Mais en cyber particulièrement, et je pense que le partage de ces événements qui nous ont marqués, qui sont souvent des événements qu'on met sous le tapis, comme tu dis, parce que l'erreur, on voit pas. Beaucoup ont du mal à l'accepter. On ne veut pas se déclarer. Voilà, on veut pas se déclarer. Ça Ben fait, oui. déjà, on se sent coupable de l'avoir fait. Ben oui, C'est en plus bien sûr, pour on va pas le subir crier sur tous les deuxième toits. deuxième fois Et pourtant, je pense que ça peut nous permettre, dans une sorte, si on prend ça d'un point de vue thérapie, ça peut nous aider à avancer dans beaucoup de domaines. Et l'acceptation, ça commence par être la première phase. Et le partage, expliquer le contexte autour de l'erreur, parce qu'en fait, c'est ça aussi. Hein, c'est que la plupart des gens voient l'erreur en tant que telle, mais elles comprennent pas dans quel contexte cette erreur a été commise. Et alors que je pense que ça ferait partie du début de l'histoire pour comprendre l'erreur concrètement. Je repense au feedback positif, au retour positif qu'on a eu, en tout cas que les gens ont apprécié cet échange. On a des gens qui ont utilisé notre technique de parler des erreurs pour faire un programme de formation. J'ai quand même des gens qui sont venus me voir pour me dire non, n'y crois pas, c'est pas possible, ça se peut pas ton histoire, ça se peut pas. Et j'ai un petit clin d'œil à Marc là-dedans, mais oui, toutes ces histoires vraies, tout ça c'est des histoires vraies. Encore une fois. Et puis quand on est mal pris, des fois, on n'a pas d'autre choix que de prendre des mauvaises options, des erreurs. Ouais. Donc c'est franchement sur des retours très très positifs sur ce type de partage, dans un angle humoristique aussi, parce que on pourrait en pleurer et puis faire des alcooliques anonymes, encore une fois là. Mais non, on avait envie de prendre du plaisir, de faire rire les gens, de leur faire prendre conscience que ça existe et puis que c'était important de pouvoir partager. Puis le bon côté, c'est qu'en fait, en préparant, on s'est rendu compte qu'on en avait quand même beaucoup en stock, qu'on allait probablement pouvoir mettre à jour cette présentation et peut-être en faire une version 2. Écoute, on a une bonne marque de fabrique, là. Je sais pas, Nicolas, ce que tu en penses, mais nous, c'est une belle tribune avec des gens qui sont peut-être reconnus au travers de nos histoires d'erreurs pour pouvoir faire. Et puis, si on peut faire une mise à jour avec une V2, parce qu'on en a encore, on rappelle, hein, à nous deux, on cumule 40 ans de bêtises. Ce qui est quand même pas mal en informatique. De rire. Et de rire, et de bière. Ouais. Et de bière. Bien sûr. Un peu moins, parce que le médecin, il m'a dit fais attention. Mais oui. Rire. Oui, tu vois. Tu ris trop? Bah oui, je ris trop. Oh. Bah oui. C'est dangereux, là. Mais c'est important. Encore une fois, le métier est assez complexe. On doit tout savoir. Il y a un point forcément qu'on n'a pas forcément abordé sur du fait que les gens de sécurité soient obligés de toucher un peu à tout. À du développement, à du risque d'affaires, à la vente, à des arguments commerciaux, communication, de la communication, les process du légal. métiers, comprendre les process métiers. Pierre évoquait ça, donc on est un peu des hommes orchestres là-dessus. Comment est-ce qu'on fait pour avoir quelques clés, comprendre aussi quelques limites sur lesquelles il faut aussi pouvoir imposer quand on intervient pour être des meilleures personnes, puis se sentir bien dans ce qu'on fait, puis d'apporter de la valeur. On parlait tout à l'heure de l'urgence de la situation qui conduisait très souvent à l'erreur. Je pense qu'il faut aussi, en tant que professionnel de la cybersécurité, être capable de dire non, je ne prendrai pas cette décision tout de suite. Laissez-nous un peu de temps. Laissez-nous analyser, comprendre la situation et on va limiter le taux d'erreur. Ça prend de la maturité pour faire ça et ça prend de l'expérience pour faire ça. Et quand on n'a jamais été confronté, c'est l'intuition fait une chose. Et après, il y a le deuxième, la partie d'expérience. Il faut encore là être capable de détecter de la bonne intuition, de juste une intuition qui est malsaine en quelque sorte. Puis là, vous parliez justement du fait qu'on devient des hommes orchestres à terme parce qu'on doit toucher tellement de choses. Parce que personne d'autre non plus dans les autres domaines ne veulent pas. Là, on va prendre les communications. On doit se retrouver à faire des communications quand on n'est pas formé là-dedans. Donc, en tout cas, moi, j'essaie de me former là-dedans parce que c'est inévitable, j'ai pas le choix.
Mais à la base, j'ai aucune formation en communication, j'ai aucune formation en marketing, j'ai aucune formation, c'est pas vrai, j'ai des formations en droit, mais je suis allé la chercher dans le même sens où j'ai cherché une formation en communication parce que j'en ai besoin. Je serais pas capable de vivre sans ça. Je serais pas capable de parler avec un minimum de vocabulaire. Puis là, on demande ça à un professionnel dans la chose, dans notre business. Puis en plus, comme tu parlais de coupure de budget, ben, il y en a juste un professionnel. Puis là, lui, il doit savoir tout ça. Et bon, c'est pas tout le monde qui a cette passion-là pour tous ces domaines-là. C'est pas tout le monde qui a ça, mais qui, par la force des choses, est obligé d'agir dans des domaines qui n'est pas le sien. Puis en plus, puis j'en ai vu dans des PME où c'est pas les avocats qui ont pris la loi 25 puis qui ont garagé ça au TI, là, par exemple. Là. Fait que c'est pas le bon parce qu'ils voulaient, eux autres, ils comprenaient pas, fait qu'ils ont balancé ça dans le cours de l'autre. La loi quoi? Hein? Là, Celle-là. Celle-là. La fameuse. Celle-là. Oui, mais c'est ça. Puis c'est malheureusement les TI, dans bien des PME qui ont ramassé ce problème-là. Quand c'est pas un problème TI, c'est un problème légal. C'est des avocats qui doivent gérer ça. Fait qu'on se retrouve dans des situations où on met une pression sur des gens qui sont déjà fatigués, qui ont déjà beaucoup de travail. C'est pas leur métier. Qui en ont déjà assez de leur propre métier. Puis là, on leur pose un métier qui n'est pas le leur, puis ils doivent comprendre des notions légales, sans avoir toute l'éducation nécessaire, toutes les bases pour y arriver. Puis on leur demande d'être parfait et aucun droit à l'erreur. Prendre des décisions sur des domaines que tu ne maîtrises pas, c'est épuisant. Parce que tu as le stress de prendre la mauvaise décision, parce que tu dois te documenter pour être un peu plus intelligent que ce que tu n'es, essayer de comprendre des domaines qui sont parfois complexes. Donc oui, inévitablement, ça ouvre la porte à tirer sur la mauvaise ficelle puis d'arriver à l'erreur. Donc c'est une question mécanique. Le point avec la conférence, avec ce type de partage, c'est aussi de voir quelles sont des limites, parce qu'on oublie là, quelles sont nos limites, surtout dans le feu de l'action. Puis plus on est jeune, plus on oublie nos limites. Quand on est jeune, on n'a aucune limite. Oui. 0-0. Ouais, là, voilà. J'ai perdu, j'ai perdu ma vélocité, ma rapidité sur ça, mais donc on est plus dans l'analyse qu'autre chose, mais oui. Ça laisse Pierre sans voix et il est en train de se rappeler quel âge il a et il arrête. Il y a comme l'intention de dire quelque chose, mais là, je m'ai revenu dans la face. Oui, mais c'est ça, mais ça fait partie. Puis c'est aussi qu'on parlait d'intuition. Quand j'étais jeune, j'étais très vexé qu'on me fasse pas confiance, parce que j'avais la connaissance, j'étais plein d'énergie et la connaissance. Et là où je suis rendu, je suis content, je comprends pourquoi les gens ne voulaient pas que ça, là, c'est l'expérience, ça a une valeur supplémentaire. L'expérience, ça donne l'intuition. Okay? Ça donne des mots de dos, des couvertures le matin, c'est moins agréable, mais au moins, il faut qu'il y ait un petit rendement au bout de ça. J'envisage d'allonger mes bras pour lire ce qu'il y a sur mon cellulaire. Donc, tu vois. mais je pense que sur la partie jeunesse, je pense qu'il faut laisser aux jeunes les laisser faire des erreurs maîtrisées. J'aime bien le terme d'erreur maîtrisée, c'est-à-dire que évidemment il ne faut pas les envoyer dans le mur, ça c'est sûr, parce que sinon ils vont pas s'en remettre. Et puis ça va devenir un traumatisme, comme j'ai expliqué juste avant, et puis c'est pas du tout ça qu'on cherche à faire, mais les laisser faire des erreurs maîtrisées ou contrôlées, justement pour qu'ils puissent apprendre de leurs erreurs, qu'ils puissent les constater par eux-mêmes. Souvent quand ils s'en aperçoivent eux-mêmes, c'est encore mieux, plutôt que quand on a à leur montrer. Et c'est ça qui fait apprendre, je pense. On l'a bien dit dans la conférence, tout le monde fait des erreurs. Nous, on en a présenté quelques-unes. Je ne dirais pas lesquelles étaient les nôtres, mais... On a soulevé un peu le voile sur lesquelles étaient les nôtres, mais quelques-unes. Mais le point, c'était... On peut apprendre sans erreur. Ça arrive. Par contre, quand on a des erreurs, on apprend beaucoup plus vite. Oui, puis je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que puis je regarde comment j'ai encadré mes enfants jusqu'à temps qu'ils soient des adultes. Et on laisse énormément de marge aux enfants à faire des erreurs. Puis justement, dans un sens où on les fait des erreurs qui ne sont pas dangereuses. Ils ne foncent pas dans un mur, ils ne vont pas courir dans le trafic, des choses comme ça. Mais tu les laisses se faire un petit peu mal, justement, pour qu'ils apprennent, qu'ils tombent par terre, qu'ils apprennent ce genre de choses-là sans que ce soit un danger à leur vie. Et quand on arrive dans le milieu du travail, cet espace-là, que pourtant, comme parents bienveillants, n'existe plus en entreprise. Exactement. Puis même moi, je suis en train de me regarder comme maintenant une personne des cheveux blancs. Et oui, je suis capable jusqu'à un certain point, mais j'ai pas les outils pour aider. Puis c'est comme si j'avais... Le contexte ne me facilite pas le fait d'aider à permettre l'erreur. Parce qu'il faut la permettre, puis j'en parle, puis je suis très... Mais
pour que ça devienne un contexte, c'est beaucoup plus difficile avec un autre adulte de lui laisser l'espace à cette erreur-là. On tombe dans du management, dans la gestion des équipes, dans Le monde de l'entreprise en règle générale. Puis malheureusement, l'erreur parfois coûte de l'argent. Donc je pense que l'entreprise, elle n'est pas forcément prête à ça, même si derrière, ça a un aspect bénéfique sur le long terme. Beaucoup d'entreprises voient le court terme aujourd'hui, et puis ça se voit bien en cyber, hein, quand on coupe des budgets parce que l'année fiscale n'est pas finie pour arriver à faire les chiffres, malheureusement, c'est autant d'erreurs qui vont être probablement répétées par derrière. Donc, Et il faut. C'est une question délicate parce qu'on se focalise sur la rentabilité, on essaye d'éliminer tous les points de friction, etc. etc. Mais comment, en tant que gestionnaire, on est capable de s'allouer ou de provisionner cette petite partie d'apprentissage par l'erreur? Je l'ai dit tout à l'heure, ce serait bien d'avoir un incident. Non, je veux pas d'incident. Par contre, mets-toi dans la simulation mets-toi dans le truc, tiens, essaye ça. Et sur l'environnement qui est un peu contrôlé, on est capable de pouvoir faire des bonds de géant sur l'apprentissage, sur les réflexes, ça donne des réflexes. C'est ce qu'on veut. Oui, puis c'est intéressant faire de la simulation des tabletops ou des choses comme ça, parce que aussi ça permet aux gens, peut-être plus des simulations plus grandeur nature, sans être un vrai incident, de voir exprimer les vrais tempéraments des gens. Puis c'est très fascinant dans une crise de voir comment les gens peuvent changer. Et ça vient placer les gens aux bons endroits. Puis pour une organisation, d'apprendre comment les gens réagissent en état de crise, pas qu'eux sont en crise, mais que l'organisation est en crise, est très important. Parce que quand ils ont un peu de stress, c'est comme ça que ces comportements-là vont émerger. Et d'aider l'entreprise au complet. Et donc, ensuite, d'avoir une conscience de ça. Déjà, de savoir comment gérer une crise quand elle va se présenter, c'est déjà bien. De ne pas espérer d'avoir une crise sans aucune préparation. C'est comme aller sauter dans le lac en espérant, je vais apprendre à nager. Oui. Non. Alors, il y a une probabilité dans un des univers du multivers où ça va arriver. La statistique est clairement en votre défaveur par rapport à ça. Et je partage ton point de vue sur ça. Mais je pense que l'exercice et l'erreur, l'apprentissage par l'erreur induit par l'exercice forcé est la clé, en fait. C'est-à-dire, effectivement, particulièrement en réponse à incident, il y a quand même peu d'entreprises qui s'en sortent bien du premier coup quand elles ont un incident et qu'elles n'ont pas répété. Souvent, c'est plutôt le drame. Et même en faisant des exercices, c'est pas la garantie que ça se passe bien le jour J. Donc, mais on l'a dans ce qu'on demande dans des scénarios de crise, c'est 50% de c'est préparé, puis l'autre 50%, on le découvrira le jour où il y aura un problème. Donc c'est déjà préétabli de comment est-ce que ça devrait se gérer. Le test reste vraiment important de se simuler, de se tester. On regarde les pompiers, ils se testent toutes les semaines, et puis ils déroulent les tuyaux. Les corps organisés, c'est la façon de fonctionner. Les corps organisés sont toujours dans l'entraînement du problème, sont toujours face à ça, fait qu'ils sont toujours en train de simuler. Donc, au moment où l'incident ou le problème se présente, la meilleure réaction, généralement, va émerger. Parce qu'un réflexe tout seul, avoir un réflexe à tout seul, c'est facile. Avoir un réflexe à 10, c'est pas certain qu'on ait le réflexe en même temps. Puis là, comme dans un bateau de rameurs, s'il y en a un qui se dit « Tiens, c'est dans ce sens-là qu'il faut faire », c'est là où ça fait bim. Puis même un exercice peut être parfois très stressant pour les personnes qui le vivent. Oui. Parfois, il y a des exercices vraiment en situation réelle, en fonction des informations qu'on leur communique. Tu vois la nature sous stress des participants et ça change complètement la suite de l'incident, de l'exercice en tout cas. Et je pense que c'est extrêmement bénéfique d'entretenir ces exercices-là, même si évidemment 50% du problème le jour J, ça sera pas du tout ce scénario-là qui va se produire et c'est pas grave. C'est apprendre, que les gens apprennent à travailler ensemble dans une situation qui est pas classique, c'est déjà la moitié du chemin, je pense. Ça rejoint encore un autre problème sur le monde du numérique où c'est des 0 et des 1, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Donc pourquoi faire un test sur des 0 et des 1 ? On souffre de cette
de cette dématérialisation complète où finalement c'est un peu loin. Ah bah là, les méchants russes, les méchants pirates d'un autre pays, d'un pays hostile, le Canada s'aliste, donc voilà. Mais les méchantes personnes d'un autre pays, c'est loin, ils viendront jamais nous voir, on est caché à quelque part. Donc c'est du numérique, c'est du virtuel. Pourquoi se préparer sur des 0 et des 1? Ben, oui, puis c'est malheureusement très vaste ce constat-là, en ce sens-là, où c'est juste la perception, c'est juste du virtuel. Et j'ai un exemple qui est assez marquant en sens, c'est les pilotes de drones vivent le choc post-traumatique comme s'il était sur le terrain. Et pourtant, sont généralement très, très loin du drone. Et c'est un exemple très frappant qu'on ne peut pas séparer le geste de l'âme ou de la conscience. Donc, le fait qu'on le vive a des conséquences. Comme en simulation, tu parles, ça a une conséquence. Bien sûr. Même si c'est une simulation, même si c'est pas vrai, il y a une conséquence sur l'humain qui le vit et on oublie, puis c'est facile en numérique, soit on fait abstraction, c'est loin, ça n'existe pas, ou c'est pas grave, il va passer à travers, c'est juste du numérique, il a poursu un coup en plein visage. Fait qu'on est vraiment dans ces univers-là d'une mauvaise perception des impacts, puis c'est grave. Là. Puis on parlait plutôt du haut niveau de burn-out, de gens qui quittent le domaine, de choses-là, parce que le stress, il est réel, même si on travaille avec des 1 et des 0. Là. Oui, mais on l'oublie. On l'oublie et on le voit que quand ça frappe. La santé mentale, en entreprise déjà, je trouve qu'on commence à en entendre parler. Là, ça fait quelques années qu'on en parle, mais particulièrement en cybersécurité, je pense qu'elle est sous-estimée complètement. De personnes qui ont à gérer, comme je le disais, des situations où ils doivent prendre des décisions sous stress, ils doivent gérer des responsabilités parfois de toute une entreprise alors qu'ils ont juste une fonction, mais c'est eux finalement qui portent le fardeau de toute la sécurité de l'entreprise. Ça met des personnes dans des situations de stress quotidiennes qui sont compliquées à gérer et il y a beaucoup de gens qui quittent, beaucoup de gens qui quittent et qui se mettent à faire autre chose et je le comprends tout à fait moi. Et c'est là où nos histoires d'erreurs, à mon sens, aident à dédramatiser ou à se repositionner ou à comprendre ou à avoir des clés justement pour naviguer correctement dans cette réalité dans laquelle on est, dans cette réalité de 0 et de 1 dans laquelle on finit par être parce qu'à la fin de la journée, ça peut être des emplois, ça peut être la finance de l'entreprise, ça peut être toute une gestion autour de ça. Donc, c'est là où je pense que notre objectif qui était de partager cette expérience sur un ton humoristique, sur une façon de vous montrer des fois l'incompréhensible, l'inacceptable au travers de nos histoires d'erreurs. Je pense que c'était... j'espère qu'en tout cas que ça... Ouais, et puis ce qui nous motive quand même, c'est de rire. Parce que c'est déjà pas un domaine facile, on l'a dit. Mais alors, si on rigole pas, en plus... Non, faut pas se prendre sérieux. S'en sortir. C'est très, très, très belle présentation. Déjà, tu as fait une petite allusion, mais que vous préparez un épisode 2 de celui-ci. On a tellement d'histoires à raconter. Ouais, on en a fait déjà une sélection pour que vous ayez une première partie, mais on en a encore d'autres dans notre backpack, là, de vieux routards de cybersécurité ou d'IT guys ou de découvertes qui... encore une fois, si vous voulez les écouter, ce sera avec plaisir de partager. Et puis je lancerai même un appel, si certains auditeurs ont le goût de partager leurs erreurs de manière anonyme et qui veulent qu'on soit leur porte-parole, ça nous fera plaisir de relayer leurs erreurs qu'ils ont vécues. Vraiment. On a tous à y gagner, à apprendre et à améliorer nos réflexes de cette façon-là. Merci beaucoup. Avec plaisir.